nos collègues Save the Children, l'université Johns Hopkins, Safe Leaflet Canada, l'UNICEF, l'OIFI Core Group et le TechRRT. Tout cela sous l'égide du GITAM. Donc sûrement certains d'entre vous ont déjà entendu parler du GITAM, mais je vais l'expliquer rapidement à tous les participants. Donc c'est un acronyme qui veut dire le mécanisme global d'assistance technique pour la nutrition. Donc en fait c'est un mécanisme où les experts du niveau global se sont réunis d'une façon volontaire afin de donner un soutien technique au pays, que ce soit en termes de soutien direct physique, de déploiement, de soutien à distance, ou alors pour répondre à des questions techniques d'une façon rapide ou plus structurée quand il s'agit de proposer des guidelines ou des recommandations officielles. Donc voilà, c'est un système pour le soutien technique à vous qui travaillez dans les pays. Donc vous pouvez obtenir ce soutien du GITAM à travers le site du Global Nutrition Cluster que vous devez tous connaître, je pense. Un petit peu de logistique avant de commencer. Merci à tous les participants de bien rester en sourdine et surtout de ne pas utiliser votre vidéo, ceci afin de permettre que la bande passante soit suffisante pour les présentateurs et les choses que l'on doit vous projeter aujourd'hui. Il y a juste les présentateurs et les facilitateurs d'aujourd'hui qui auront leur vidéo en cours, donc pendant l'introduction, et ensuite vous verrez chaque présentateur mettra sa vidéo en marche lorsqu'il présentera sa session. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les expériences et les recommandations actuelles au sujet de l'ange et du Covid. Juste deux petites choses. Il faut savoir que le webinaire aujourd'hui est enregistré. On va poster l'enregistrement et les slides sur le site du TechRRT rapidement après la fin du webinaire. Donc, vous pourrez accéder à ça ensuite par là. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la boîte de dialogue de l'interface. Yara, notre collègue, s'occupe de les collecter et ensuite de les classer par thème et nous y répondrons à la fin de cette conférence pendant la session de questions et réponses. Et enfin, bien entendu, on vous demande une petite participation. Alexa va mettre dans la boîte de chat le lien pour l'évaluation du webinaire. En fait, merci d'avance de la remplir. C'est très important, ça prend que quelques minutes, mais pour nous, ça nous aide à améliorer les conférences et aussi à identifier des sujets qui sont de votre intérêt. Donc, en plus de nous dire comment vous avez perçu, vous pouvez nous proposer des sujets à présenter dans les prochaines conférences. Donc, aujourd'hui, on va avoir plusieurs intervenants de différentes organisations, comme vous allez pouvoir, qui vont vous montrer aussi donc voilà, les recommandations actuelles qui vont vous expliquer ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en termes techniques. Vous aurez aussi une présentation sur comment communiquer sur l'allaitement maternel pendant la pandémie du Covid. Vous verrez qu'il y a des recommandations précises sur la façon dont nous communiquons à ce sujet. Et évidemment, ensuite, on passera sur des suggestions claires de comment est-ce qu'on peut adapter les programmes de l'ange pendant cette pandémie. Et enfin, la session de questions-réponses où vous aurez soit les réponses à vos questions que vous avez posées, soit l'opportunité d'en poser d'autres en live à notre collègue Yara. Voilà, slide suivante. Donc, les objectifs du webinaire, c'est de vous fournir un aperçu des dernières recommandations mondiales fondées sur des données probantes concernant l'ange et le Covid. Donc, tout ce que vous allez voir aujourd'hui sont des données collectées par des experts et relayées pour vous aujourd'hui. Et ensuite, on va échanger et vous expliquer voilà, les différentes techniques de communication sur l'allaitement maternel, que ce soit auprès des prestataires de soins ou des accompagnants, et comment est-ce qu'on va adapter ces programmes dans le cadre du Covid. Slide suivante. Donc, les présentateurs d'aujourd'hui, je suis Géraldine Belloc. Comme je vous disais, je travaille pour le GITAM en tant que manager du pool de consultants et je soutiens le TechRRT. Et ensuite, je vais demander à chaque facilitateur de se présenter à leur tour. Donc, à toi, Mia,
je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis Maya Fervers. Je suis associée principale des... Oh, pardon. C'est le... Ah oui, c'est la slide. Oui, oui, exact, merci. Je suis associée principale au département de la santé internationale à Johns Hopkins University et je travaille aussi pour le CDC, Center for Disease Control and Prevention, en Atlanta, États-Unis. Merci Mia. À toi Noël. Merci, bonjour tout le monde. Noël Zagré, conseiller régional en nutrition pour UNICEF pour la région Afrique de l'Ouest et centrale. Merci. Merci Anne-Sophie. Bonjour tout le monde, je suis Anne-Sophie Ledin, spécialiste en nutrition dans l'équipe de Noël Zagré qui vient de se présenter, donc basée à Dakar pour le bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Merci Anne-Sophie. À toi Michel. Bonjour, je suis Michelle Branco. Je suis cofondatrice de Nourrir sans nuire Canada. En anglais, on appelle ça Safely Fed Canada. Ma co-responsable est Jodine Chase. Elle n'est pas ici parce qu'elle ne parle pas français. Et je suis basée à Toronto et nous sommes un organisme national qui soutient l'ange en situation d'urgence. Merci Michel. Est-ce que Jodine est en ligne ou on passe? Non, pardon, elle n'est pas en ligne. D'accord. Donc, à toi, Claude. Bonjour, je suis Claude Sabois, je suis conseiller nutrition pour l'équipe d'urgence humanitaire pour Save the Children et je suis aussi un membre de l'équipe Tekarati comme conseiller Ange U, conseiller technique Ange U. Je suis actuellement à Goma en RDC. Merci. Merci Claude et enfin Yara, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Yara Sfer. Je travaille avec le Global Nutrition Cluster. Je travaille en tant que help desk, donc appui technique pour tous les programmes de nutrition dans les urgences, donc pour tous les partenaires et surtout pour les coordinateurs de cluster. Merci beaucoup Yara. Donc merci à tous de vous être présentés et je vais passer tout de suite la parole à Mia pour sa présentation. Donc slide suivante. Ok, merci tout le Mia. monde et bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Désolée d'abord, je m'excuse pour mon français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et c'est pour ça aussi, merci Géraldine parce que tu as traduit le diapositive pour moi. Ok, le prochain, je vais déjà parler sur l'alimentation infantile et Covid et les données et recommandations actuelles. Le suivant, s'il vous plaît. Donc, cette session concerne l'alimentation infantile et le Covid. Que nous dit la science? Quelles sont les recommandations? Je voudrais remarquer encore que le contenu sur le sujet évolue rapidement. Et à ce moment, tout ce que je sais, c'est à jour, 20 avril. Mais la présentation, c'est aussi pour destiner pour une audience niveau global, donc général. Prochain, le suivant. Donc ça, c'est juste une map que vous pouvez regarder tous les jours si vous voulez. C'est les données, le dashboard de tous les cas confirmés. À ce moment, presque 3 millions dans le monde. Donc, si vous visitez ce site, vous pouvez regarder tous les jours comment ça évolue. Le suivant. Donc, la transmission, qu'est-ce qu'on sait? Les infections respiratoires peuvent être transmises par la gouttelette de diamètre. Donc, le diamètre fait la différence. Si le diamètre est un petit peu plus grand, c'est plutôt la gouttelette respiratoire. Si c'est très petit, on parle de particules. Suivant. Donc, pour le COVID, c'est probablement principalement transmis entre les personnes par la gouttelette respiratoire. Donc, lorsqu'une personne est en contact avec une personne qui présente des symptômes respiratoires, et c'est surtout les gouttelettes respiratoires infectieuses qui peuvent pénétrer dans le corps par la bouche ou le nez ou la conjonctive. Donc, c'est aussi une transmission à travers des objets, soit vêtements ou ustensiles ou jouets ou poignées de porte.
dans l'environnement immédiat de la personne infectée. Donc, c'est-à-dire que contact direct avec des personnes infectées et contact indirect avec des surfaces dans l'environnement immédiat. Suivant. Donc, les particules peuvent être aéroportées. Donc, ils peuvent rester dans l'air pendant longtemps et transmis à autres personnes sur la distance supérieure à 1 mètre. Ça, c'est selon le OMS. Donc, dans le cadre de COVID, la transmission aéroportée survient possiblement plus souvent au milieu clinique lorsque les procédures spécifiques. Donc, le dernier mot n'a pas été dit sur ce sujet. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le mode de transmission principal. Suivant. Donc, les infections enfants et adultes. Une infection sévère au COVID se caractérise par une réponse inflammatoire massive. On parle un petit peu de orage de cytokines. C'est une substance qui c'est anormal dans notre corps qui se bat contre les infections. Mais ça devient un petit peu une surcharge de cette cytokine. Donc, ça cause une détresse respiratoire et un dysfonctionnement de plusieurs organes. Donc, les réponses inflammatoires chez les adultes et les enfants diffèrent et varient tout au long de la vie. Donc, cette réponse inflammatoire peut être moindre chez les enfants. Pour des raisons, on ne sait pas encore. Peut-être les enfants sont moins exposés. La réponse immunitaire encore relativement immature, donc ça peut aider avec les enfants. Donc, ils n'ont pas encore beaucoup de cytokines, ou une probabilité réduite de développer la maladie, même en cas d'infection. Donc, on ne sait pas encore. Le suivant. Donc, en Chine, on a trouvé parmi les 72 000 ou plus cas confirmés, il y a 1% moins de 10 ans. Donc, ce n'est pas beaucoup d'enfants qui étaient infectés. Dans les États-Unis, c'est une étude qui est publiée récemment. Ils ont trouvé parmi ceux qui s'étaient hospitalisés que le taux de hospitalisation pour les moins que 18 ans était moins que 0,5 pour 100 000 personnes. Donc, c'est assez bas. Jusqu'au présent, les enfants ont représenté 1 jusqu'à 5% des cas diagnostiqués avec le COVID. Suivant. Que savons-nous? Donc, pour les enfants, de nombreuses personnes sont asymptomatiques ou présymptomatiques, y compris les enfants. Mais les enfants peuvent toujours transmettre le COVID, même s'ils ne sont pas de symptômes. Il y a une étude en Chine, 13% des enfants confirmés positifs étaient asymptomatiques. Donc, on ne sait pas qui porte le COVID, le virus. Les enfants en général, principalement, sont asymptomatiques ou des symptômes légers à modérés. Donc, le taux de la létalité aussi, c'est assez bas. C'est très bas en fait. En Chine, on a trouvé les chiffres que vous pouvez voir ici. Et les décès sont extrêmement rares. Le suivant, s'il vous plaît. Il y a à ce moment beaucoup de recherches et de publications. Vraiment, ça augmente énormément. À Trois-Villes, j'ai vu le site de OMS, il y a presque 800 essais cliniques sur le COVID. Mais on a surtout le focus sur le traitement et le vaccin. Suivant. Donc, il y a quelques controverses quand même. Est-ce qu'on doit séparer temporairement la mère suspectée ou confirmée de nouveau-né? Est-ce que l'allaitement maternel transmet le virus au nourrisson, oui ou non? Suivante. Donc, je vais essayer de répondre à ça. Par rapport à la transmission mère-nourrisson, des études qui ont échantillonné, par exemple, les liquides amniotiques ou sang du cordon ombilical, sont tous, pour l'instant, testés négatifs au virus. En fait, il n'y a aucune preuve claire d'infection intra-utérine causée par une transmission verticale chez les femmes qui ont développé le COVID en fin de grossesse. Est-ce que l'excrément peut transmettre le virus? On ne sait pas encore. En fait,
il y a de présence de virus, surtout avec les enfants dans l'excrément, mais ça peut être juste les particules de virus. On ne sait pas qui c'est le virus en entier qui est là. Donc, on n'a pas encore de réponse définitive sur la transmission orofécale. OK, le suivant. Donc, on a trouvé quand même de nouveaux-nés qui sont nés de mères Covid. Il y a quelques qui sont testés positifs 2 jours après la naissance, mais le seul nouveau-né gravement malade dans cette série de cas était un enfant prématuré. Donc, on ne sait pas la voie de transmission, pourquoi les nouveau-nés deviennent quand même positifs. J'ai trouvé le plus jeune enfant qui était positif, c'était un nourrisson de 16 heures, mais ce nourrisson avait un accouchement par césarienne, sa mère, et il n'y avait pas de retard de clampage du cordon, et il n'y avait pas de contact peau à peau avec sa mère, pas de lait maternel, donc en isolement néonatal complet, donc on ne sait pas la voie de transmission. Le suivant. Donc jusqu'à présent, les échantillons de lait maternel sont négatifs au virus de COVID. On n'a trouvé aucun échantillon qui est positif. Suivant. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été commencées maintenant, surtout aussi sur la grossesse, accouchement, transmission postpartum et échantillons de lait liquide, etc., etc. Donc, on inclut, en espérant aussi une recherche sur l'effet de contact peau à peau. Donc, ça, tout est commencé maintenant. On va suivre ça. Suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont actuellement les recommandations? Donc, en décembre 2019, on ne savait rien sur ce sujet. Et maintenant, avril, presque mai, on a beaucoup de recommandations. Beaucoup de pays ont des recommandations, beaucoup de groupes. Le suivant. Donc, les conseils varient énormément. C'est un petit peu spécifique du pays, spécifique du mandat, parce que l'UNICEF dit d'autres choses à un autre mandat qu'OMS, par exemple. Les conseils sont spécifiques au contexte, ressources aussi culturelles, de ressources disponibles ou culture. Et aussi, les conseils varient parce qu'ils sont spécifiques aux groupes ciblés, ceux qui travaillent dans la santé, les soins de santé, soit les parents ou groupes de professionnels. Suivant. Donc, pour le OMS, c'est un des sources les plus importantes pour l'instant. C'est très clair qu'on peut allaiter, même si les femmes sont suspectées ou confirmées. Donc, on doit respecter les règles d'hygiène, laver les mains avant de toucher le bébé, etc., etc. Aussi, une femme atteinte de COVID devra être aidée à allaiter en toute sécurité, tenir son nouveau-né peau à peau et partager une chambre avec son bébé. Ça, c'est l'OMS qui dit ça et généralement, on suit ça. Suivante. Suivante, je vais échapper ça. Donc, les lignes directrices de l'OMS sont très claires. Aussi, les mères, comme j'ai dit, qui sont trop malades, on doit soutenir celles qui sont très malades et prendre soin de leur bébé, mais qui souhaitent peut-être que leur bébé reçoive leur lait ou le lait d'une donneuse. On peut aider pour prendre son bébé en soutien pendant que le bébé est tête, soutien pour tirer le lait avec une pompe ou à la main, ou soutien pour la relaxation, aussi donner accès à lait pasteurisé de donatrices disponible et aussi fournir un soutien psychosocial et en santé mentale. Et merci Angèle qui est une copine et aussi une collègue qui m'a donné cette diapositive. Suivant. Donc, j'espère que cette semaine, OMS va publier une chaîne de décision. On a un groupe de travail coordonné par l'OMS et on a travaillé sur les questions fréquemment posées et aussi une chaîne de décision, comment faire quand. Donc, j'espère que ça sera publié cette semaine.
Et si la mère ne peut pas ou ne veut pas fournir le lait maternel, on peut utiliser le substitut de lait maternel. Et dans cette guide de OMS, ça sera aussi expliqué comment et quand. La suivante. Donc, pour certains documents d'orientation, dans tous les guides qu'on a, l'accent semble plus sur les risques de transmission de la maladie, plus que sur les bénéfices de l'allaitement, plus que les risques de ne pas recevoir de lait maternel et aussi les risques de l'absence de contact peau à peau, séparation mère-enfant. Ça, on a des soucis par rapport. On focalise beaucoup sur le risque de transmission et pas sur les bénéfices du lait maternel. Le suivant. Je suis presque fini. Donc, ce qui n'est toujours pas clair, il y a beaucoup de questions qu'on a. Contact peau à peau, est-ce que ça donne des risques de transmission? Est-ce que le virus peut être désactivé par la chaleur ou le froid? C'est quoi l'alternative au masque? Et le virus peut-il apparaître dans le lait maternel, peut-être une semaine ou plusieurs semaines après qu'une mère ayant le COVID? Et est-ce que le nourrisson peut contaminer sa mère? Et les moyens sûrs de désinfecter le masque, qu'est-ce qu'on sait sur ça? Et aussi les preuves provenant des programmes, comment faire opérationnellement? Et les impacts des campagnes de vaccination. Je voudrais dire un mot sur ça. Suivante. Donc, j'ai une grande préoccupation à ce moment sur la vaccination. Il y a de nombreuses campagnes de vaccination qui sont suspendues. La distanciation sociale, les parents n'amènent plus leurs enfants dans la clinique. Et aussi, la chaîne d'approvisionnement est menacée en raison de perturbations dans les transports. Donc, on a besoin éventuellement de campagnes de rattrapage. On ne doit pas oublier ça. Okay, le dernier diapositive. Donc, juste en cas où vous êtes intéressé pour suivre la science, on a créé un site. Ici, c'est marqué et tous les mois, tous les 4 jours, en fait, on a des publications mises sur un petit extrait de sommaire, tout ce qui est connu dans la science sur le COVID et la transmission et aussi qu'est-ce qu'on doit faire. Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Mia. C'était très clair. Donc, Mia vous a présenté toutes les données scientifiques qu'on connaît au jour d'aujourd'hui et qui sont confirmées du Covid et aussi par rapport aux enfants en bas âge. Vous aurez noté qu'à chaque fois que Mia a présenté une information, elle avait mis en astérix les sources. Donc, vous pouvez aussi vous référer aux sources dans votre travail. Donc maintenant, je passe la parole à Noël Marie, suivie de Anne-Sophie, pour la session suivante. À vous. Merci beaucoup, Géraldine. Donc, je vais faire cette présentation avec Anne-Sophie. Je commence très rapidement et par remercier tous les 120 participants à ce webinaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et la première slide est une clarification sur le message principal à retenir, et qui est que les mères présentant une contamination, que ce soit présumée ou confirmée au COVID-19, et isolées à la maison ou hospitalisées, devraient être conseillées de poursuivre les pratiques recommandées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, tout en appliquant les mesures d'hygiène nécessaires durant les soins et l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Ça, c'est le message principal qui est basé sur les évidences telles que disponibles aujourd'hui. Et suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est ça le message. Et donc, là, maintenant, je voudrais rappeler très rapidement sur le côté gauche du tableau les pratiques recommandées et à droite, n'est-ce pas, les mesures d'hygiène qui sont recommandées, qui sont nécessaires. Et on le sait tous, il s'agit de la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance, l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois,
l'introduction en temps opportun à partir de 6 mois d'aliments de complément adéquats et l'allaitement continu jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, ceci est recommandé, mais tout en appliquant les mesures d'hygiène telles que présentées donc sur le tableau, sur le carré de droite. Donc, se laver les mains avec de l'eau et du savon, nettoyer régulièrement les surfaces dans la maison parce que la maman peut être en contact avec ces surfaces et utiliser un masque facial ou un cache-nez lors des soins ou lors du moment où on alimente le nourrisson. Et évidemment, le masque facial doit être adopté et disponible. Et aussi, la mère et son bébé doivent maintenir une distance physique avec les autres personnes, donc au moins 1 mètre. Donc, voilà en fait ce qui est recommandé. Donc, les pratiques habituelles recommandées, tout en respectant les mesures d'hygiène. La question maintenant est comment? Comment on va le faire? Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Comment on va le faire? Puisqu'il faut donc mettre en place, faire en sorte qu'il y ait des programmes et des services qui visent à protéger, à promouvoir et à soutenir l'allaitement optimal, ainsi que l'alimentation de compléments adéquats, okay? Et tout en faisant en sorte que cela soit essentiel pour les enfants dans le contexte du Covid. Donc, comme je disais, la question, c'est comment? Comment cela peut être fait sur le terrain? Comment cela va être opérationnalisé? Suivante. Et pour répondre au comment, nous proposons que partout où nous soyons, que nous commençons d'abord par comprendre le contexte programmatique, les gaps, les goulots et les barrières. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement des questions de mobilité réduite et de confinement qui sont donc des mesures qui sont prises, mais également, souvent, on a une limitation en matière d'information et de conseils pour soutenir l'allaitement maternel, le quand, le quoi et le comment nourrir. Restent des questions et des sujets pour lesquels nous devons améliorer notre compréhension du contexte programmatique, les plans de préparation et de réponse aux urgences, dans quelle mesure les systèmes peuvent fournir des services pour les nourrissons et les jeunes enfants. Il est évident que cela est extrêmement important à savoir pour pouvoir justement se préparer, pour pouvoir garantir la mise en œuvre des recommandations tout en respectant les mesures d'hygiène. Quels sont les acteurs impliqués? Comment la réponse est-elle coordonnée? Ceci est tout à fait critique et primordial. Et enfin, quelle est aussi la situation de la malnutrition dans le contexte où nous sommes? Est-ce que les taux de malnutrition élevés prédisposent les nourrissons? Et ainsi de suite. Suivante, s'il vous plaît. Alors, tout cela, donc, avec donc, le contexte et avec donc, des outils et des documents qui sont déjà disponibles. Tout le monde connaît, je pense, tous les documents qui sont présentés ici. Le seul document qui est tout nouveau et qui date du mois de février, c'est le dernier, Improving Children Diet During Competitive Feeding Period. Donc, avec ça, on peut donc travailler à développer des réponses pour continuer les services pour les nourrissons et les jeunes enfants. Suivante. Donc, c'est sur cette base qu'une note programmatique a été récemment publiée par UNICEF, le Cluster Global et le GITAM. Et cette note regroupe en fait les recommandations sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant pendant la pandémie du COVID-19. La note propose également des considérations clés pour opérationnaliser, mais attention, nous devons garder à l'esprit que nous sommes dans une période d'apprentissage, nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons, et donc toutes les réponses ne sont pas connues. Il s'agit de continuer à mettre en œuvre tout en apprenant et tout en partageant les expériences que nous tous nous acquérons. Suivante, et je pense que ça sera autour de Anne-Sophie. Merci beaucoup Noël et encore une fois, rebonjour à tous les participants.
Je vais donc vous présenter plus en détail les grandes lignes de cette note d'orientation qui est déjà disponible en ligne en plusieurs langues dont le français. Donc, j'espère que vous avez pu y avoir accès. Autrement, on pourra vous repartager les liens pour accéder à cette note d'orientation qui est la base finalement de toute notre réflexion dans le contexte de cette réponse Covid. Donc, mon premier point, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, est relatif aux actions à mener pour apporter un appui aux mères, aux donneurs de soins et aux enfants qui sont pour la majorité à domicile. Donc, à ce titre, la note d'orientation recommande de poursuivre les pratiques d'alimentation habituellement recommandées en appliquant les mesures d'hygiène nécessaires pendant l'alimentation. Donc, Noël a déjà rappelé toutes les mesures d'hygiène clés. Donc, pour cela, il est nécessaire que nous puissions renforcer le soutien aux familles sur le choix des aliments, mais aussi le moment et la façon de nourrir donc les nourrissons et les jeunes enfants, et aussi renforcer la promotion de pratiques d'hygiène appropriées. Il est aussi important d'explorer dans le contexte du Covid qu'on connaît, comment identifier tous les canaux de communication qui sont disponibles pour mettre à la disposition des familles ces informations clés. Et là, il va falloir aussi être assez innovant, donc penser peut-être à des canaux qu'on utilise moins habituellement, y compris des canaux numériques, les réseaux sociaux, également les radios. Donc, il y a aussi la présentation suivante qui va aborder plus en détail ces points. Alors, ce point est aussi l'opportunité pour moi de souligner que dans le contexte de fermeture des frontières, de confinement et de barrières financières, on anticipe un grand risque que des aliments sains, donc ça veut dire les aliments aussi frais, y compris aliments frais, soient moins disponibles et moins accessibles. Donc, dans ce contexte, on a un risque que les familles se replient sur des aliments qui soient potentiellement plus malsains. Donc, c'est important dans notre communication d'insister sur ce point également. Donc, la prochaine diapo traite de l'environnement favorable. Et là, la note aborde également ce point. À ce niveau, nous devons nous assurer que la coordination intersectorielle et les différents plans sont bien alignés et prennent en compte les questions d'ange dans le contexte du Covid. Il est aussi capital de s'assurer, bien évidemment, de l'alignement avec le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la santé, et de s'assurer que les dons de substituts du lait maternel, d'aliments de complément et d'équipements irrelatifs ne soient ni sollicités ni acceptés par les gouvernements et les partenaires. Prochaine diapo. La note d'orientation fournit également des informations détaillées sur les actions à mener à travers les différents systèmes pour une alimentation du nourrisson et du jeune enfant optimale, y compris dans la période du Covid. Donc, ces 4 systèmes, vous les connaissez certainement, c'est le système alimentaire, le système de santé, le WASH et le système de protection sociale. Donc, le point clé ici, c'est que les actions à travers ces 4 systèmes doivent donner la priorité à des services de prévention pour atténuer l'impact de la pandémie donc, sur l'alimentation et le bien-être des jeunes enfants, tout en assurant des synergies avec le dépistage précoce et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants. Prochaine diapo. Donc, pour ce qui est du système alimentaire, les actions clés sont les suivantes. Assurer un accès aux aliments frais et aux produits de première nécessité pour les enfants, les femmes et les familles. Donner des conseils à la communauté et aux familles sur l'achat d'aliments sains. Contrôler la commercialisation, la promotion ou la distribution de masse d'aliments malsains. Rappeler que les dons d'aliments malsains ne doivent pas être sollicités ni acceptés donc par les gouvernements et les partenaires. Et enfin, éviter tout engagement avec des entreprises qui produisent ce type d'aliments. Prochaine diapo. Donc, dans le cadre du système de santé, il est important de considérer plusieurs niveaux, le niveau des formations sanitaires, mais aussi le niveau communautaire et tout ce qui est donc niveau des plateformes virtuelles. Donc, au niveau des structures de santé, il est recommandé d'établir des protocoles pour que les mères infectées puissent allaiter tel que recommandé. Donc, ça fait un petit peu écho à toutes les recommandations qui ont été abordées par Mia. Et il est également recommandé que les mères et les nourrissons puissent bénéficier d'un soutien qualifié en matière d'allaitement. Donc, au niveau de tout type de plateforme, que ce soit les formations sanitaires, mais aussi communautaires et ou virtuelles, il est bien évidemment crucial que des conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris un soutien psychosocial de base et un soutien pratique à l'alimentation, soient fournis
pour toutes les femmes enceintes et aussi les mères. Prochaine diapo. Alors, au niveau du système WASH, il est recommandé de renforcer l'intégration des messages sur les pratiques d'hygiène saine en utilisant donc toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, dans le cas où les services sont toujours opérationnels, on se doit d'assurer de l'intégration des pratiques d'hygiène donc dans nos mécanismes de conseil et de soutien à l'ange. Lorsque les services sont moins opérationnels, mais aussi en combinaison avec des services opérationnels, il est recommandé d'utiliser donc les autres canaux virtuels. Donc, dans tous les cas, il est bien évidemment important de s'assurer que l'ensemble de nos messages sur l'hygiène des aliments soient bien harmonisés en fonction de tous les secteurs dans lesquels on travaille. Prochaine diapo. Donc, le dernier système à considérer pour notre action, c'est le système de protection sociale. Et là, on sait qu'ils peuvent avoir un très grand rôle dans la réponse pour contribuer donc non seulement à l'accès à des choix d'aliments donc sains et nutritifs, mais aussi contribuer à renforcer l'accès à des conseils nutritionnels. Donc là, il est important par contre d'éviter de fournir des aliments malsains dans le cadre d'actions donc liées à des systèmes de protection sociale et éviter tout partenariat avec des entreprises qui en produisent. Donc ma présentation se termine ainsi. Je vous ai présenté les grandes lignes des 4 systèmes. Encore une fois, je vous invite à parcourir l'ensemble de la note d'orientation qui fournit plus de détails sur ces 4 systèmes. Et vos commentaires et suggestions sont bienvenus pour pouvoir améliorer cette note. Donc, vous retiendrez de façon générale que cette présentation donc, nous encourage à poursuivre nos efforts pour protéger, soutenir et promouvoir une alimentation du nourrisson et du jeune enfant optimale, et ceci à travers une approche multisectorielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci beaucoup à Noël Marie, c'était très clair. Donc à tous les participants, vous pouvez vous référer à la note d'orientation dont Anne-Marie, Anne-Sophie et Noël Marie vous ont parlé, ainsi qu'aux lignes directrices et aux documents existants qui vous ont été projetés dans la slide précédente. Donc, sans transition, je vais passer la parole à Michel qui va maintenant nous expliquer comment communiquer au sujet de l'ange et du Covid. À toi, Michel. Merci. Prochaine diapositive. Alors, cette section vraiment vise de vous donner quelques points clés sur la communication dans ces temps qui sont complexes où les connaissances changent et pendant que nous sommes dans une situation d'apprentissage, mais que l'on doit encore communiquer au public et au personnel de programme. Et un des modèles qui sont très utiles pour guider les communications est un modèle qui a été créé par le CDC à Atlanta aux États-Unis. Ils utilisent un modèle de communication de crise et situation d'urgence qui s'appelle CIRC et il y a beaucoup de documents sur leur site web qui est lié ici. Et ils ont 6 étapes clés quand on communique dans les situations d'urgence. La première chose, c'est d'être premier, alors de communiquer vite. La deuxième, c'est d'avoir raison. Alors, de ne pas utiliser des informations qui ne sont pas croyables, qui ne sont pas justes, d'être crédible. Alors, ça a à voir avec notre réputation individuelle et d'organisme. La quatrième, c'est d'exprimer de l'empathie. Alors, de ne pas seulement de comprendre les impacts sur les populations visées et d'exprimer cette empathie avec eux. Cinquièmement, de promouvoir l'action dans nos messages et de faire sûr que quand on donne des messages, on donne aussi et on communique des risques, on donne aussi des actions que la population peut faire pour réduire leurs risques ou pour mitiguer leurs risques. Et finalement, de montrer du respect dans toutes nos communications. Prochaine diapositive. Et les communications de risque en situation d'urgence est un peu unique. Il faut être beaucoup plus rapide dans nos communications et il faut être aussi
on doit aussi comprendre qu'il y a des différentes barrières psychologiques quand les gens entendent notre message pendant une situation d'urgence. Et dans une crise, les gens acceptent, ils traitent et ils agissent différemment sur la même information. Alors, les mêmes messages que l'on donne dans des situations normales ne sont pas comprises et acceptés de la même façon dans une situation d'urgence. Prochaine. Et on parlera de 4 moyens dont c'est différent. La première façon qui est différente pendant une situation de crise, c'est que nous comprenons différemment et nous simplifions les messages quand on reçoit de l'information pendant une crise. La population n'entend pas complètement ce que l'on leur dit et ils ne peuvent pas prendre plusieurs faits et les mettre ensemble comme ils pourraient le faire pendant une situation normale. Ils ont moins de capacité aussi pour se souvenir de nouvelles informations. Et alors, il faut vraiment penser à utiliser un langage très simple et utiliser aussi des messages très simples. Prochaine. Dans une situation de crise, nous nous attachons à nos croyances actuelles, alors aux croyances que l'on avait quand la crise a commencé. On rejette des messages qui sont contraires, alors des messages qui sont contraires à nos croyances actuelles sont plus difficiles à accepter. Nous interprétons aussi le message comme étant conforme à nos croyances existantes, même s'il ne l'est pas. Alors, par exemple, pendant un ouragan, les messages d'évacuation de partir de notre maison vers un endroit sûr peuvent être interprétés comme « ma maison est en sécurité ». Alors, ma maison est la place sûre, tandis que souvent, nous voulons que les gens se déplacent à une place plus sûre. Et pour ceci, les messages doivent vraiment provenir d'une source qui est crédible. Alors ça a à voir avec notre réputation et qui existe avant le moment de crise. Et ça, c'est pourquoi il est souvent très important d'utiliser des organismes qui sont déjà fiables dans la communauté et d'utiliser leur réputation existante pour pousser des messages pendant le moment de crise. Prochaine. Nous recherchons aussi des informations et des opinions supplémentaires. Et ça, c'est parce que quand il y a des nouvelles informations et des nouvelles connaissances, nous cherchons pour voir un consensus sur ceci. Alors, par exemple, souvent les gens iront en ligne ou ils parleront à différentes personnes ou aller sur une autre chaîne de télévision ou une autre station de radio pour voir si les autres disent la même chose. Ça, c'est pour trouver un consensus sur cette nouvelle information ou ces nouvelles instructions. Souvent, les sources d'information sont aussi les amis, les familles et d'autres sources fiables. Et de cette façon, il est vraiment très important d'utiliser des messages cohérents. Alors, des mécanismes comme le GTAM, IFE Core Group, les différentes collaborations entre les organismes internationaux et nationaux sont très importants parce que les messages, même si pour nous, ils ne semblent pas très différents, pour une population qui n'est pas sûre à qui se fier, c'est très important, même des petites différences. Alors, ça, c'est une activité de coordination qui est très importante. Prochaine. Et finalement, la rapidité, ça c'est souvent une des choses qui est très difficile dans une situation d'urgence, mais c'est important parce que nous avons la tendance à croire le premier message que l'on entend. Alors, la première information que nous entendons tend à être notre conclusion et si les premières informations ne sont pas justes ou sont imprécises, il est très difficile de rechanger ceci. Alors, il faut disséminer rapidement des informations qui sont correctes et qui sont précises et puis les répéter avec plusieurs sources crédibles. Prochaine. Alors, quelques bonnes pratiques. Souvent, nous utilisons dans nos communications des mythes-faits, myth-facts, dans nos communications de santé. Dans ces situations, parce que
à cause des barrières psychologiques à intégrer l'information dans ces situations, souvent le mythe est mis en relief. Alors, on essaie de ne pas communiquer des mythes parce que quelquefois, le mythe reste comme le message. Nous utilisons au lieu quelque chose comme apprendre plus, encore apprendre. Et dans les communications, il faut être spécifique à la crise actuelle et aux objectifs de communication. Alors, il faut être très précis. Il faut offrir des plans positifs et des plans d'action qui sont réalistes. Alors, par exemple, avec les masques dont je pense que Noël a parlé, on parle de masques qui sont disponibles dans les communautés, tandis que des masques médicaux qui ne sont peut-être pas disponibles dans les communautés dont on vise. Ne répétez pas des informations incorrectes, même si une ressource a l'information à 90%. Si le 20% n'est pas correct, il ne faut pas le répéter parce que ça sera le 20% qui n'est pas correct qui restera dans la population. Et utiliser aussi le découpage, alors de couper les messages en différentes lisières et de mettre de plus en plus d'informations sur les différents documents qui sont tous liés. Alors, ne pas nécessairement s'attendre qu'une population lira un gros document, qu'un regroupement de personnel consumera un document entier dans une instance, mais qui aura la chance de retourner et d'utiliser de nouvelles ressources comme leur connaissance croît. Prochaine. Alors, quelque chose à faire et à ne pas faire. Communiquer le comportement que vous souhaitez. Alors, ne communiquez pas au plus possible ce que vous ne voulez pas et utilisez des mots et des images qui soutiennent ceci. Alors, si vous voulez que les parents allaitent, montrez des images d'allaitement. Ne normalisez pas le comportement que vous cherchez à éviter. Comme par exemple, n'utilisez pas les images de biberon lorsque vous voulez que les gens utilisent des tasses ou des cuillères pour nourrir un enfant, un nourrisson qui n'est pas au sein. Prochain. Définir l'audience pour les messages clés, ça c'est vraiment important, c'est vraiment une première étape. Les audiences pour la pandémie COVID-19 sont très complexes. Il y a tout un regroupement de communautés affectées. Il y a le personnel de santé, il y a le personnel dans la communauté, les pairs, il y a aussi les autorités d'urgence et il y a les parents aussi. Alors, c'est très important de savoir à qui on parle quand on produit des communications. Prochaine. Quelques points à retenir. Et ceci sont des posts de Facebook qui sont disponibles en français. Nous les avons en français et merci au MAC, Mouvement Allaitement du Québec, qui nous a aidés à les traduire. Ils sont aussi disponibles en anglais. Et il faut être précis avec notre audience. Alors, identifier vraiment les populations vulnérables et savoir à qui on parle, parce que ce que doit entendre une femme qui est enceinte de 2 mois est différent que elle aura des messages qu'elle aura besoin quand elle est enceinte de 36 semaines, par exemple. Les parents avec des nouveau-nés ont besoin de différents messages que les parents avec des nourrissons qui ont 6 ou 9 mois. Et finalement, il y a la population très importante, les nourrissons qui ne sont pas allaités. Ça, c'est une population qui est à grave risque, particulièrement dans des situations d'urgence et d'insécurité. D'insécurité. Et il faut être très direct. Que voulons-nous qu'ils fassent exactement? Alors, être très précis dans les actions dont nous demandons
Et considérer aussi comme une prochaine étape, c'est considérer le pourquoi, d'expliquer pourquoi on demande un changement, pourquoi on demande un nouveau comportement dans la situation. Et ça, c'est très important pour montrer le respect pour la communauté, pour montrer le respect pour la population, et aussi quand on communique avec le personnel pour montrer le respect pour eux aussi. OK, et je pense que ça, c'est la dernière. Oui? Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup, Michel. C'était très intéressant et je pense que tous les participants qui sont en ligne auront compris l'intérêt de communiquer bien d'une façon claire, précise, avec des vraies informations et s'adapter à l'audience. Donc, merci beaucoup, Michel, encore pour ça. Je vais passer tout de suite la parole à Claude qui va maintenant nous parler de l'aspect programmation avec tout ce qui est adaptation des recommandations et les interventions qu'on peut proposer dans l'Ange dans le contexte du Covid. À toi, Claude. Merci Géraldine et bonjour tous les participants. Je voudrais, avant de commencer cette présentation, dire merci à Alex qui est notre conseiller mondial pour l'alimentation de nourriture du jeune enfant de Save the Children, qui a préparé ces présentations et qui a travaillé en collaboration avec nos collègues du Global Nutrition Cluster, du GETAM ainsi que de l'UNICEF. Moi, j'ai eu le plaisir de le traduire en français parce que la présentation était en anglais et actuellement, j'ai le privilège de vous le présenter. Alors, nous allons aborder comment pouvons adapter notre intervention Ange dans le contexte de COVID-19 dia. Alors, pour cette session, nous allons aborder deux objectifs. À la fin, on sera en mesure d'identifier les différentes adaptations concrètes aux interventions de base Ange. Ça aura bien entendu des liens avec les présentations faites bien avant par Mia, Noël et Michel, et Anne-Sophie bien sûr. Et nous allons aussi comprendre les différentes plateformes qui sont disponibles, qui peuvent aussi nous aider à promouvoir et soutenir la réponse Ange dans les différents contextes. Dia. Alors, parlons des interventions Ange dans le contexte de Covid. Comme je vous ai dit, nous aurons un lien très important avec la présentation faite par Noël, qui a présenté aussi les différentes pratiques Ange recommandées en cas de Covid. Et ici, on va aborder trois interventions différentes. Premièrement, c'est le counseling individuel, le counseling interpersonnel, où nous avons comme crainte la peur de contact de deux personnes, de conseiller et ainsi que de la mère et de son enfant, et l'exposition aussi des agents de première ligne qui sont concernés. Comment est-ce qu'on peut faire pour adapter un tel conseil, une telle intervention à la réponse Ange? Là, ça nous demande d'assurer la protection respiratoire et hygiénique aux besoins pour les agents de santé et que pour la diade mère-nourrisson. Alors, c'est important ici de se référer aux différentes recommandations données par Noël. Et le groupe de soutien Ange pour les mères, là aussi, il y a une crainte de contact direct, mais comme c'est un groupe, ça demande les rassemblements. Et les rassemblements, comme vous le savez, ça augmente le risque de transmission. Et c'est important pour adapter cette intervention de penser à faire un transfert de compétences pour les mères leaders et les membres à partager des messages. On doit aussi leur donner les capacités pour partager les messages. On peut utiliser aussi des réseaux utilisant la technologie locale. Ça, on le verra un peu plus tard au cours de cette présentation. Il y a aussi des adaptations qu'on appelle approche du voisin. Ça permet aussi à garantir un contact permanent, mais tout en assurant la distanciation recommandée avec le contexte Ange, l'hygiène, la protection respiratoire et, quand c'est nécessaire, s'engager sur d'autres plateformes. Il y a d'autres plateformes qu'on peut utiliser, qu'on va voir dans la deuxième partie de la présentation.
Alors, en ce qui concerne les activités d'éducation et de sensibilisation de groupe, c'est pareil avec les peurs que nous avons dans les groupes de soutien. Ça demande un contact, ça demande des rassemblements. Et comme inquiétude, comme crainte pour tous les rassemblements, il y a un risque très élevé de contamination. Et pour adapter ces activités d'éducation ou ces interventions de sensibilisation de groupe, il est demandé d'atteindre et de vous engager sur d'autres plateformes. C'est intéressant parce que si on reste dans le rassemblement, ça augmente le risque de transmission. Et dans la mesure du possible, assurer les messages en utilisant les visuels. C'est les boîtes à images, les panneaux de visibilité, ainsi de suite, dans tous les espaces ouverts, que ce soit sur les grandes routes, sur les grandes places, dans les grands magasins, dans les structures sanitaires, et utiliser toutes ces plateformes. Ça, on va le souligner surtout dans les milieux où le niveau d'alphabétisation est très faible. Prochaine dia. Nous allons voir dans cette deuxième partie les autres plateformes que nous pouvons utiliser pour atteindre les femmes et les enfants et bien sûr leur communauté. Tiens. Nous allons voir la protection, promotion et soutien de l'ange et les téléphones. C'est les différentes études qu'on va voir qui ont démontré leur efficacité dans le temps et vous avez le lien. La plupart des études ont été réalisées en anglais, sont publiées en anglais, mais vous aurez les liens sur le site de Tekararti. Ça, c'est une publication. Est-ce qu'on aurait perdu Claude? Je crois que oui, on n'entend plus. Aïe, Oui, aïe, on aïe. ne l'entend plus. Oui, moi aussi. D'accord. Est-ce que on... Combien est-ce qu'il lui reste de slides, s'il te plaît, Alexa? La suite. Oui, il a dû... Il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs. Il a dû perdre la connexion. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est qu'en fait, on passe la parole tout de suite à Yara pour qu'elle propose quelques questions et donc les facilitateurs puissent répondre. Et ensuite, on reviendra au slide de Claude quand il aura récupéré sa connexion, si vous voulez bien. Donc, tout d'abord, avant de passer la parole à Yara pour la session de questions-réponses, merci aux présentateurs, c'était vraiment très intéressant. Avec voilà, la première partie avec les données scientifiques réelles au jour d'aujourd'hui, la deuxième partie avec tout ce qui est notes d'orientation ou lignes directrices qui existent, et ensuite la partie de Claude que vous aurez en 2 étapes sur comment est-ce qu'on adapte les programmes. Donc, je vais passer la parole à Yara, qui va animer une première partie de questions-réponses le temps qu'on récupère Claude en ligne. À toi, Yara. Super, oui, merci tout le monde et merci pour vos questions que vous avez écrites dans la chat box. Donc, j'ai essayé autant que possible de grouper vos questions. Je vais commencer. Donc, il y avait d'abord un petit malentendu par rapport à la séparation de la mère et du nourrisson. Donc, juste pour clarifier que la recommandation, donc, ce n'est pas de séparer la mère et le nourrisson de 1 mètre, mais plutôt de séparer la mère qui est avec son nourrisson de 1 mètre du reste des gens. Donc, juste cette petite clarification qui a été d'ailleurs clarifiée sur la chat box, mais donc je vais aussi laisser le temps à Mia un peu plus tard pour qu'elle en dise un peu plus.
Il y avait donc plusieurs questions par rapport, donc une confusion par rapport à la distanciation sociale et le fait que la mère doit allaiter. Donc, comment clarifier ça? Encore une fois, la séparation du nourrisson avec la mère n'est pas recommandée. Il y avait donc, toujours sur le même thème une demande de quelles sont les expériences du soutien psychosocial à une mère qui est hospitalisée et séparée de son nouveau-né. Il y avait une question aussi par rapport aux masques lavables donc, qui doivent être mis, comme la recommandation, c'est de mettre un masque pour la mère qui allaite. Donc, la question, c'est par rapport aux masques lavables, quelles sont les mesures à prendre? Est-ce que c'est fiable? Il y a certaines normes AFNOR pour les masques lavables. Quel masque utiliser et quel masque ne pas utiliser? Donc, une petite clarification là-dessus. Et juste encore quelques questions par rapport aussi à d'autres précautions en dehors de l'hygiène. Qu'est-ce qui pourrait aussi être mis en place? Une personne qui nous a demandé par rapport à l'approche shielding ou zone verte, qui fait partie des stratégies à développer selon les contextes et comment faire le lien avec l'enjeu et Covid. Donc, voilà. Donc ça, c'est les questions qui étaient plutôt par rapport aux recommandations et surtout en lien avec les précautions d'hygiène et les masques. Donc, qui peuvent, donc les précautions d'hygiène qui peuvent être prises lors de l'allaitement. Donc, il y avait un autre donc, groupe de questions aussi. Je vais juste, donc, il y avait un autre groupe de questions qui étaient plutôt des questions de clarification par rapport à la présentation de Michel et de Claude. Je ne sais pas si Claude est de nouveau avec nous, mais pour Michel, c'était une question par rapport à qu'est-ce que la superposition. Dans une des deux dernières slides, il y avait le mot superposition que peut-être les participants n'ont pas compris. Et aussi, aussi sur la dernière ligne du slide précédent, utiliser le découpage et la superposition aussi. Ça n'a pas été bien compris, mais je laisserai à Michel le temps de clarifier un peu tout cela. Qu'est-ce que le découpage et la superposition par rapport au message de communication? Est-ce que, avant que je continue, je veux juste m'assurer, est-ce que Claude est avec nous? Oui, Claude est revenu. D'accord, donc quelques Merci, questions. Yara. Super, très bien. Donc quelques questions pour Claude. Donc par rapport aux plateformes potentielles, donc il y a une personne avec nous qui voulait un peu plus de détails. Quelles sont les plateformes potentielles dont Claude a parlé, qui peuvent être différentes donc des plateformes en présentiel. Il y a aussi donc deux autres questions. Il y a une question par rapport à si c'est possible de détailler un peu l'approche du voisin concernant les groupes de soutien. Et pour le groupe de soutien, l'effectif des participants, combien devra-t-il être? Est-ce qu'il y a une norme en termes de nombre de personnes? Voilà, donc je ne sais pas, je me demande, Géraldine, si est-ce qu'on veut laisser le temps à Claude de finir sa présentation et puis on peut commencer à répondre à certaines de ces questions? Oui, est-ce que c'est Oui, mieux? voilà, on va demander à Claude qu'il finisse tant qu'il est en ligne et surtout qu'il y a certaines réponses qui peuvent arriver sur la fin de sa présentation à certaines questions et ensuite on te repassera, voilà, on te repassera la parole. Donc Claude, je pense que tu es là. Oui, je suis là et désolé pour… C'est pas désolé, grave. je ne sais pas très bien à quel moment j'ai quitté, mais je vais continuer avec les différentes plateformes. Et d'abord, je commençais par parler de l'approche téléphone, SMS. Et là, c'est une évaluation, une étude qui a été publiée, qui a fait ses preuves dans l'amélioration des indicateurs ANGE ou des indicateurs de l'allaitement, notamment deux. Il y a l'indicateur lié à l'initiation précoce de l'allaitement qui était significativement élevé comparativement aux témoins. Ça, c'est une étude de cas témoins. Et il y a aussi une étude où l'indicateur par rapport à l'allaitement exclusif. Alors, pour l'allaitement exclusif, au début, bien sûr, dans les 2 premiers mois, ce n'était pas très différent, mais la différence est très importante lorsqu'on évalue au niveau du 6e mois,
de l'allaitement, 5e mois plutôt de l'allaitement, où on a 97,3% pour les femmes qui ont bénéficié des appels téléphoniques hebdomadaires et des SMS journaliers régulièrement. On peut passer à l'autre dia. Voilà, ça c'est par rapport, l'autre plateforme, c'est par rapport aux médias et au support promotion et protection de l'allaitement de l'ange. Et les médias, on a utilisé cette fois-ci des radios et à travers des messages fournis par les infirmiers et à travers les radios, ça a aidé à changer les connaissances, l'attitude, l'intervention et les différentes habitudes par rapport aux pratiques de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Alors, pour cette plateforme, c'est une deuxième plateforme, la couverture pour les infirmiers était 87% et 34% pour les radios. Alors, on n'a pas pu, bien sûr, aborder les changements sur les normes sociales. C'est assez compliqué, mais à propos de l'ange, on a vu que les indicateurs ont significativement été améliorés et dans les communautés bénéficiaires. Autre dia. Toujours par rapport aux médias, il y a eu beaucoup d'études. Ici, on va relever quelques 15 études sur 18 qui ont confirmé qu'il y avait amélioration des pratiques de l'allaitement maternel et l'allaitement complémentaire en utilisant les indicateurs recommandés de l'OMS. Alors ici, il y a eu une révision systématique pour la conception, l'efficacité des masses médias et l'intervention d'éducation nutritionnelle pour l'ange. En 2016, ça démontrait sur 15 études sur 18 qu'il y avait amélioration des pratiques. Donc ça, c'est une autre plateforme qu'on peut utiliser en utilisant les masses médias. L'autre dia, là, ça va parler des différents réseaux. Oui, alors Michel a déjà abordé cette question en parlant des différentes sources d'information. Et ici, nous allons aborder les sources d'information à travers les réseaux. C'est Facebook, c'est Instagram. Pour Facebook, à travers l'étude qui est devant vous, ça a montré que la plupart des femmes, dans 65%, utilisent les réseaux Facebook comme principal pour motif de soutien, pour l'estime, pour le soutien émotionnel et aussi pour la recherche de l'information. Et on a noté aussi qu'il y avait à travers cette étude, qu'il y avait 13 sujets de conversation qui ont été identifiés. Et les mères utilisent bien sûr les réseaux sociaux par milliers pour rechercher des informations chez leur père. Et ça, c'est qui sont dans les situations similaires. Par contre, sur Instagram, l'étude a révélé que l'Instagram est utilisé par les utilisateurs pour afficher et partager publiquement les différents contenus liés à l'allaitement maternel. C'est un peu pour l'échange d'expériences, pour montrer les pratiques que les femmes ont vécues dans leur pratique des indicateurs ou pratiques anges et qui veulent partager à d'autres mères leur expérience pour renforcer la confiance et aussi essayer tant soit peu de relever les défis liés à l'allaitement maternel. Claude, il te reste 2 minutes. Ouais, je suis déjà à la fin. On peut passer à l'autre dia? Alors, pour répondre à la question qui a été posée par rapport aux différentes plateformes, d'abord, les activités, les interventions anges ne devraient pas s'arrêter à cause de Covid. On devrait s'assurer que nous nous conformons aux recommandations et restrictions du gouvernement, de l'organisation internationale, et nous devons veiller à ce que les pratiques respiratoires, d'hygiène soient soutenues au besoin. Les différentes plateformes qu'on a proposées, il y a le conseil et la promotion par téléphone, messages radio et télévision, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il n'y a pas que ça, il y a tous les Twitter qu'on peut utiliser.
et les boîtes à images, les panneaux de publicité qu'on retrouve partout, les messages clés sur les points de contact critiques. Dia? Alors ça, nous allons passer aux messages clés qu'on doit garder après cette présentation. L'exposition aux interventions de changement de comportement est importante pour l'impact sur l'ange. En plus, une combinaison d'interventions est nécessaire pour la promotion, protection et soutien de l'ange, la mère et son enfant. L'intervention ange n'est pas une intervention isolée, c'est une intervention qui rentre dans le cadre d'autres interventions et on doit s'inscrire là-dedans. Dia? Alors, on l'avait déjà dit, les panneaux publicitaires, les visuels doivent être primordiaux, surtout pour les milieux peu alphabétisés. Alors, en conclusion, l'allaitement maternel et l'alimentation complémentaire adéquate, appropriée et sûre aident à sauver des vies et protègent les femmes et leurs enfants pendant cette pandémie et devraient être continuées. Merci. Merci beaucoup, Claude. Je pense que tu auras l'occasion de revenir sur les moyens de communication, les SMS et Instagram, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la chatbox. Donc, je vais passer la parole à Yara pour inviter des présentateurs désormais à répondre à certaines questions. À toi, Yara. Merci. D'accord, super. Merci Géraldine. Donc, je vais essayer de donc grouper les questions pour chaque présentateur pour ne pas que vous ayez tous à répondre en même temps. Donc, les questions qui sont pour Mia. Donc, Mia, si tu es avec nous. Donc, je vais te dire quelques questions que je pense sont plutôt de l'ordre de la recherche. Donc, il y a une question qui est par rapport à est-ce qu'on peut avoir plus d'évidence ou de recherche sur le risque du contact peau à peau, le risque de transmission du COVID-19 et le contact peau à peau. Donc, ça, c'est une des questions. Je vais dire les quelques questions pour toi, Mia, et puis je vais te laisser donc présenter. Il y a aussi… est-ce qu'il y a plus d'évidence par rapport au sévrage, au sévrage pour combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour réallaiter de nouveau? Je pense qu'il y a peut-être ici un malentendu par rapport à l'arrêt de l'allaitement, puisque ce n'est pas recommandé d'arrêter l'allaitement, mais si Mia, tu pouvais aussi clarifier là-dessus. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai deux autres questions pour toi, Mia, et puis on reprendra. Ok, je vais très vite répondre parce que tu as déjà posé aussi des questions avant. Donc, la recherche risque de peau à peau, on ne sait pas encore. Mais je sais qu'on est en train de commencer des recherches sur ça. Mais ça prend du temps parce que c'est le bord institutionnel, éthique aussi de recherche doivent approuver tout ça. En tout cas, il faut, pour l'instant, OMS dit qu'il faut allaiter 6 mois exclusivement en tout cas. Et OMS recommande aussi de protéger la bouche de la mère pendant l'allaitement. Et on est en train de vérifier encore les questions posées fréquemment, mais pour l'instant, toutes les réponses que je donnais, il est soumis encore en autorisation pour OMS. Mais pour l'instant, OMS va dire que pour la mère, il faut laver les mains avec le savon, alcool, porter un masque dans le contact avec l'enfant et remplace le masque si le masque est mouillé. Aussi jeter après tous les usages les masques, donc dans l'allaitement, après jeter les masques et ne pas toucher les masques de la face du masque, donc vraiment tirer derrière la tête et ne jamais toucher les masques avec les mains. Donc, et nettoyer, désinfecter les surfaces et si la mère tousse dans un tissu et jeter tout de suite le tissu. Donc ça, c'est les choses qui sont recommandées pour l'instant, très claires, très simples. Et bon, pour tous les
pays, je pense que c'est très important que vous allez suivre tout ce que le ministère de la Santé donne comme conseil et suivre le OMS. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est clair? Ça suffit pour l'instant? Oui, je pense que c'est très clair. Pardon pour le son. D'accord, Mia, encore 2 questions pour toi. Il y avait des questions aussi avant le webinaire. Peut-on consommer des aliments pour éviter de contracter la maladie à COVID-19? Et est-ce que les contaminations par l'alimentation ont été étudiées? Donc, je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus. C'est pas tout à fait dans le cadre de ce webinaire, mais je te laisse quand même répondre. Très simple, non et non. On ne sait pas, mais c'est clair, s'il y a une personne qui tousse et qui est confirmée ou suspectée, qui a le virus, qui tousse sur un plat et va partager ça avec une autre personne, oui, ça peut être contaminé, mais on n'a pas fait de recherches pour l'instant. D'accord, merci, c'est très clair. D'accord, ok. Donc, je passe je vais passer vers les questions qui sont plutôt pour Noël, je pense, et Anne-Sophie. Donc, c'était plutôt par rapport aux recommandations. Donc, il y avait quelques questions. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, donc c'était une confusion par rapport à est-ce que la maman doit être séparée du nourrisson de 1 mètre. Donc, mais sur la chatbox, on a clarifié que non, la recommandation est bien que la mère reste avec le nourrisson. Il n'y a pas de distanciation sociale entre la mère et le nourrisson. Mais il y avait aussi des questions par rapport au genre de masque à utiliser. Est-ce que les masques lavables peuvent aussi être utilisés? Est-ce qu'ils sont fiables? Il y a des normes AFNOR pour les masques. Quelles sont ces normes? Est-ce qu'il faut vraiment suivre ces normes-là? Et par rapport aussi, juste encore une question pour vous. Est-ce qu'il y a deux questions pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres précautions à promouvoir en dehors de ces mesures d'hygiène? Et il y avait une personne qui a aussi demandé qu'il y a une approche shielding ou zone verte qui fait partie des stratégies à développer selon les contextes et comment on fait le lien avec cette stratégie et l'enjeu et Covid. Donc voilà, Noël et Anne-Sophie, si vous êtes avec nous et si vous voulez apporter quelques éléments de réponse pour ces questions-là. Merci beaucoup, merci à tous pour les questions. Je vais commencer et Noël va compléter. Donc, pour tout ce qui est relatif aux questions de comportement liés à l'allaitement, le lien entre la mère et l'enfant, ça a été clairement clarifié. Donc, il n'y a pas du tout de recommandations liées à la séparation de la mère et l'enfant. On considère toujours le couple. Et je vous invite tous à venir consulter donc, les recommandations sur le site de l'OMS. Donc, la même chose pour tout ce qui est relatif aux masques. Moi, je ne suis pas personnellement une experte des masques, mais il est recommandé à nous tous de pouvoir consulter donc, le site de l'OMS qui donne énormément d'informations par rapport à ces questions et qui les met aussi à jour régulièrement. Il y avait une question sur comment adresser les recommandations aux décideurs. Et là, c'est vraiment un point qui est très important, qui touche à notre plaidoyer. Et je voulais rappeler que dans le cadre de l'ANGE, il existe ce qu'on appelle le Global Breastfeeding Collective, donc désolé pour l'anglicisme. Et donc, toutes les recommandations sur l'ANGE de façon générale qui sont développées dans le cadre du Breastfeeding Collective demeurent valables dans le cadre du Covid. Mais je vous invite aussi à visiter donc, le lien que je vais poster à l'instant, donc en ligne, et qui vous donne accès à des messages qui ont été développés par le Breastfeeding Collective et qui sont spécifiques au Covid. Donc, c'est tout un set de messages clés qui vous sera très utile dans le cadre de votre plaidoyer. Il y avait une question aussi sur la disponibilité des boîtes à images Ange Covid. Donc là aussi, pour vous rassurer qu'on a tout un processus qui est en cours avec UNICEF et l'ensemble des partenaires pour pouvoir donc renforcer la boîte à images existante sur l'Ange et rajouter un set de 10 cartes qui vont pouvoir se focaliser beaucoup plus sur l'Ange dans le contexte du Covid. Donc, on espère vous partager donc, ces boîtes à images, en tout cas les cartes additionnelles dans les prochains jours et ça vous sera très utile pour votre travail donc, avec les agents de santé et au niveau communautaire.
Donc voilà pour les grands axes. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Je vais donner la parole à Noël peut-être pour compléter si j'ai oublié quelque chose. Merci. Merci Anne-Sophie. De mon côté, je n'ai pas grand-chose. Je souhaite tout simplement demander ce que la personne qui a posé la question sur le shielding et zone verte pourrait en fait apporter des précisions. Est-ce que la personne fait allusion à une zone de confiance, une zone de sécurité, et entre qui et qui? Cela va permettre de mieux répondre si nous avons évidemment la réponse à cette question-là. Et j'ai noté un point qui n'a pas été souligné, c'est le soutien psychosocial. Et je pense qu'une personne demandait s'il y avait des expériences en la matière et quelles sont les recommandations. Et à ce niveau, il faut savoir que comme c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau, surtout dans notre région ici, des expériences concrètes rapportées par les pays, nous n'en avons pas pour l'instant, mais nous recommandons que le soutien psychosocial qui est recommandé pour toute mère allaitante, même en dehors du Covid, soit maintenu. Nous savons que le soutien du papa, et de la famille, de la communauté, des institutions, il y a différents types de soutien pour soutenir donc et promouvoir l'allaitement maternel sont extrêmement importants et encore plus importants dans un contexte de Covid où tout le monde est stressé. Et donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, mais des expériences concrètes vécues à l'occasion de ces 2 mois-là, nous n'en avons pas encore concrètement à partager. À vous. Merci Noël. Merci pour cette intervention. Je voulais aussi dire qu'il y avait plusieurs questions qui se sont rajoutées aussi durant cette session questions-réponses. Il y a notamment une question par rapport au nettoyage des mamelons avant d'allaiter. Est-ce que c'est recommandé? Je ne sais pas à qui poser cette question. Est-ce que peut-être Mia, tu voudrais répondre? Oui, bon, pour l'instant, si la mère tousse, oui, on peut bien laver le mamelon, le sein avec savon pour 20 secondes. Mais c'est vraiment quand la mère tousse. Autrement, ce n'est pas la peine de faire tout le temps. Très bien, merci. Merci Mia, donc c'est clair. Donc, j'espère que ça a répondu à tous ceux qui discutaient de cela sur la chatbox. Donc, il y a aussi une question, encore une fois, par rapport aux mesures de distanciation qui sont applicables chez la mère et le nourrisson lorsque les deux sont sains. Et une question par rapport au cas où la mère est positive, elle doit être quand même avec le nourrisson et non séparée du nourrisson. Donc, je veux juste confirmer que oui, que la mère soit asymptomatique ou symptomatique, que le nourrisson soit symptomatique ou asymptomatique. La recommandation, c'est de ne pas séparer la mère du nourrisson et donc et que l'allaitement continue avec des précautions d'hygiène comme ça a été présenté, donc un masque, laver les mains, etc. Donc j'espère que ça aussi c'est clair. Il y avait donc aussi de nouveau une clarification par rapport à qu'est-ce que c'est le shielding, les zones vertes. Donc, je suis en train de lire, cette approche nécessite la création de zones dédiées au niveau du ménage, du quartier ou du camp, dans lesquelles les personnes à haut risque sont temporairement relogées et ont un contact minimal avec les membres de leur famille et les autres résidents du camp. Alors, ces espaces seraient essentiels pour accroître la distanciation sociale entre les personnes à haut risque à l'intérieur de la zone et les personnes à faible risque hors de la zone. Et voilà. Et donc, votre question, donc, Abdulaziz, c'est par rapport aux mères qui sont dans cette zone verte, les mères et les nourrissons. Donc, si vous pouvez écrire, quelle est votre question exactement par rapport à cette approche? Pour qu'on puisse essayer de répondre, si on peut répondre ensemble. D'accord. Et donc, pendant ce temps, je vais passer à d'autres questions qui étaient notamment pour… donc, c'était des questions de clarification pour la présentation de Michel.
Michel, on a demandé qu'est-ce que la superposition dans une de tes slides. On a aussi demandé qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation du découpage et de la superposition dans une de tes dernières slides sur la communication. Est-ce que tu pourrais donner un peu plus de clarification par rapport à cela? Oui, merci. Et c'est probablement une question de traduction de l'anglais, d'un concept anglais au français. Alors, il y a probablement une expression plus précise en français. Mais vraiment, le découpage, c'est l'idée de prendre un groupe de messages et de les découper en ressources séparées. Alors, si nous avons 6 messages d'hygiène respiratoire, on les divise en 6 et puis on les communique séparément. Mais ça, c'est l'idée de ne pas mettre trop de messages en même temps pour qu'on puisse intégrer les informations avant de passer au prochain. Et la superimposition, c'est vraiment l'idée de développer et d'expandre, de commencer avec le petit message, la phrase d'action, la première phrase d'action, et puis d'ajouter des différentes lisières et des expansions de ce même message. Alors, on peut juste prendre le premier message. Et vraiment, souvent dans ces situations, ce n'est pas même un message de texte, c'est une image. Alors, on utilise une image et puis on ajoute un petit texte et puis on ajoute un plus long texte et puis on ajoute un texte qui est beaucoup plus long avec des ressources et des liens. Et finalement, dans le document le plus long, on aurait des liens aux études et aux évidences. J'espère que ça soit plus clair. Oui, merci Michel. C'est beaucoup plus clair par rapport à séparer les messages et les communiquer séparément. Donc ça, c'est beaucoup plus clair par rapport au découpage et aussi par rapport à ce que tu as expliqué pour la superposition. D'accord, ok. Donc les prochaines, merci Michel. Les prochaines questions étaient pour Claude. Donc Claude, c'est spécifiquement donc les questions pour toi. C'était par rapport aux différentes plateformes potentielles. Donc voilà, tu as quand même étayé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un nombre ou un chiffre, combien de personnes pour les groupes de soutien, combien de participants? Si tu pouvais un peu détailler l'approche du voisin concernant les groupes de soutien, je ne sais pas si les participants veulent encore plus de détails. Encore des questions par rapport aux SMS, comment les SMS sont envoyés, est-ce que c'est à toute la population ou avec un certain triage, ou en général, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus le système du téléphone, comment ça fonctionne? Par rapport aussi à des questions par rapport aux études qui ont été faites, ces études ont été faites sur quelle taille de la population, dans quel pays, est-ce que ça pourrait s'appliquer dans différentes zones, en Afrique, en Amérique latine, en zone rurale, donc un peu plus de spécifications par rapport aux études pour voir si ces études-là peuvent être donc appliquées sur d'autres contextes. Et finalement, si c'est possible d'envisager des flyers. Donc, je vais te laisser répondre à tout ça et continuer à récolter le reste des questions pendant ce temps. Alors Claude, juste pour ton information, malheureusement, il ne nous reste plus que 2 minutes pour ta réponse. À toi. OK, merci beaucoup. Je vais éviter de mettre la vidéo par la connexion. Je n'ai pas très confiance en la qualité de la connexion. Alors, pour revenir sur la question, les plateformes, je pense que je suis revenu déjà. Je ne veux pas y revenir maintenant. Je vais peut-être démarrer par la question liée à l'approche du voisin. Et c'est une alternative qui a été proposée par rapport au groupe des soutiens. C'est recommandé normalement. L'idée, c'est de limiter le plus possible les regroupements parce que les groupes de travail ou les groupes de soutien en situation normale, ça demande une réunion entre 3 et 15 personnes. Mais dans le contexte du COVID, c'est de limiter le plus possible les regroupements. Et normalement, c'est les capacités. Nous capacitons le maximum des personnes ou des femmes, des mères responsables ou leaders qui vont aller de maison en maison. Et là, c'est interpersonnel, mais au moins, c'est des groupes de femmes qui sont déjà suivis dans le programme et qui sont en même temps suivis. Donc, c'est individuel, qu'on peut le dire, ça fait partie d'une alternative. Et bien sûr, ça
ça dépend du contexte, ça dépend de qu'on est dans un confinement strict ou qu'on est dans un confinement assez léger qui vous permettent de faire tous ces mouvements. Par rapport à la question liée au SMS, ça c'est une étude. L'étude que j'ai présentée, c'est une étude qui a été réalisée en Inde et qui a combiné à la fois la méthodologie de soutien, support et promotion de l'alimentation du jeune enfant dans les initiatives hôpitaux amis des bébés et les SMS et appels. Les SMS étaient journaliers et les appels étaient hebdomadaires. C'est sur base des femmes qui sont suivies régulièrement, qui fréquentent les structures pour recevoir les conseils anges, qui sont suivies régulièrement et dont on a leur contact et qu'on peut, sur base chacun ou chacune du problème qu'elle présente, lui assurer un certain accompagnement régulier à travers les appels hebdomadaires et les SMS journaliers. C'est une combinaison des deux méthodologies, donc les initiatives initiatives hôpitaux amis des bébés et les SMS/appels. Ça pourrait s'adapter dans tous les contextes, dans tous les points, où partout vous avez des femmes que vous pouvez suivre avec un problème spécifique, tout cela pour éviter les contacts par groupe. Alors, il y avait la question par rapport aux flyers. Oui, ça fait partie des méthodologies de visibilité des visuels, de matériel visuel. Donc, les flyers, c'est quoi les dépliants, les flyers, je crois, les dépliants, les prospectus, les panneaux publicitaires. Utilisez tout ce que vous pouvez pour avoir une certaine visibilité et surtout dans les milieux où il y a très peu de personnes qui peuvent lire, bien sûr, qui peuvent s'adapter. Le message reste clair. Revenons dans ce que Michel a dit. Ayez un langage simple. Ayez aussi des messages simples. Donc, utilisez des messages assez simples. Rassurez-vous que votre message, à travers les vidéos, à travers les images qui sont postées, sont clairs et peuvent être compris par la population. Merci beaucoup, Claude. Et donc, sur cette réponse très intéressante par rapport aux moyens de communication et aux messages qu'on peut envoyer, nous, en tant qu'intervenants, à la population, on va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Alexa. Alors, je crois qu'il y a une slide sur le soutien, il me semble, non ? D'accord. Donc, du coup, on va, je vais juste, voilà, c'est ça. C'était juste là. Donc, on attend 2 secondes que la slide sur le soutien technique auquel vous pouvez faire appel se mette face à vous. En fait, comme je vous disais dans l'introduction du webinaire, on vous présente la théorie, mais aussi vous, en tant qu'intervenant, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez avoir du soutien. Parce que tous ces experts qui sont au niveau global peuvent aussi vous apporter un soutien technique dans le pays de différentes façons. Donc, Alexa, si tu pouvais remettre l'avant-dernière slide sur le soutien technique, s'il te plaît. Attends, je cherche pour le diapo spécifique à cause de c'était juste une explication des autres webinaires. Voilà. C'était au début? Voilà. Il y a une slide qui ne reste pas sur l'écran. Donc, en gros, vous avez 3 façons d'obtenir du soutien. La première façon, c'est vous avez besoin d'un expert technique qui vienne dans votre pays pendant une durée déterminée pour vous aider à répondre à une problématique. Vous pouvez faire appel au TechRRT et au GITAM. Donc, le GITAM, c'est vraiment le chapeau de cette intervention. À travers le GITAM, vous pouvez obtenir des soutiens d'experts techniques dans le pays. Donc, ça, première façon. La deuxième façon, c'est vous avez besoin d'un consultant. Donc, le GITAM a aussi ouvert des pools de consultants dans les 5 zones techniques privilégiées de nutrition en urgence. Et vous pouvez faire appel à ces pools de consultants. On vous recommande des noms. Comme ça, vous pouvez engager directement un consultant pour travailler pour vous. Et la troisième façon, c'est que vous avez besoin de conseils techniques.
alors que ce soit un conseil rapide ou quelque chose d'un peu plus structuré avec une note d'information ou quelque chose comme une ligne directrice intérimaire, vous pouvez contacter le GNC Help Desk. Donc, vous, en tant qu'intervenant sur le terrain, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez 3 façons de demander du soutien. Un soutien d'un expert dans le pays qui peut être déployé, engager directement un consultant à travers les pools de consultants du GITAM, ou alors faire une demande de soutien technique si vous avez une question à poser ou quelque chose d'un peu plus structuré à travers le GNC Help Desk. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous pouvez envoyer toutes vos questions à l'adresse email que vous avez face à vous, techrrt@internationalmedicalcorps.org. On a eu un petit blurb technique, mais avec cette adresse, vous envoyez toutes vos questions et ensuite, on vous dirigera vers la bonne personne et vers le bon point de contact. Aussi très important, comme je vous avais dit au début, merci de remplir l'évaluation. Elle ne prend que quelques minutes et ça nous aide à comprendre ce qu'on peut améliorer pour nos conférences en ligne et ça vous permet aussi de nous proposer des sujets qui vous intéresseraient. Donc, merci à tous encore une fois. Merci aux intervenants pour ces présentations très précises et très intéressantes pour vous, les intervenants sur le terrain. Et à bientôt. Merci à tous et on attend vos questions à l'adresse email techrrt@internationalmedicalcorps. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Merci. Un grand merci à tous et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir.